J'ai parfois le sentiment que sur Afrique Média, vous êtes gêné aux entournures quand on entre dans la politique d'Afrique centrale. Et Bachir, je vous invite à continuer à lutter pour obtenir le droit de parler aussi librement d'Afrique centrale que d'Afrique de l'Ouest sur Afrique Média. Ça, c'est ma première observation amicale. Je sais que vous menez, en tant que journaliste, un combat énorme pour exercer complètement votre métier dans des conditions très difficiles. Alors, oui, nous sommes en pleine géopolitique. Nous sommes en pleine géopolitique. 70 à 80% de l'économie de la quasi-totalité des pays d'Afrique, la quasi-totalité des pays d'Afrique centrale, eh bien, ces économies sont contrôlées par les grandes multinationales économiques françaises. Oui. Et tout ceci est assis sur ce qu'on a appelé les accords de coopération et de défense, qui datent effectivement de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et dont les clauses n'ont jamais été publiquement et officiellement révélées aux peuples africains. D'accord? Ça, c'est incontestable. Qu'en Côte d'Ivoire, la France joue également son avenir en Afrique, d'autant plus que la Côte d'Ivoire est de ces pays d'Afrique francophone qui constituent ce que la doctrine stratégique française a appelé le précaré. Ce sont des pays dans lesquels les dirigeants français n'aimeraient pas voir prendre le pouvoir des élites qui, en réalité, ne leur sont pas compatibles. Des élites qui ne sont pas d'accord avec l'esprit des accords de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui ne sont pas prêtes à reconduire, eh bien, une priorité stratégique, une priorité économique de la relation avec la France par rapport à un quelconque multilatéralisme diplomatique, économique avec le reste du monde. Ça, la France veille sur cette position-là en Côte d'Ivoire, comme elle veille sur cette position au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Mali, en Guinée, au Niger, au Tchad, au Cameroun, au Gabon, au Congo-Brazzaville. Nous avons le devoir intellectuel de le dire, de l'expliquer aux peuples africains que la géopolitique du monde veut que la puissance qui a les griffes enfoncées dans la chair des peuples d'Afrique francophone reste à ce jour la puissance française. Du coup, la France, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Là où ça l'arrange de soutenir un dictateur au pouvoir, parce que le rapport de force est en faveur de ce dictateur, la France le soutient, parce que ce dictateur garantit ses intérêts. Là où la France est confrontée à un homme d'État, un chef d'État qui régimbe, un chef d'État qui renacle pour reconduire ses intérêts, la France soutient l'opposition. Elle soutient l'opposition contre ce chef d'État pour remplacer ce chef d'État par l'opposition et ainsi garantir ses intérêts. Il faut que les Africaines et les Africains qui nous écoutent maîtrisent bien la subtilité que je suis en train d'évoquer. Je recommence. La France soutient les dictatures là où ses intérêts sont garantis par ces dictatures et soutient les oppositions là où les intérêts sont garantis par les oppositions. Pour ainsi dire, elle n'a pas simplement plusieurs cordes à son arc, mais elle a toujours deux fers au feu. C'est le principe de la diplomatie stratégique de la France en Afrique. Ses intérêts doivent être immuables et fixes, et le principe de l'immutabilité et de la fixité de ses intérêts en Afrique francophone est un principe qui va guider son soutien au pouvoir existant ou son soutien aux oppositions. Il faut que les intellectuels, les citoyens et les citoyennes africains se le mettent bien dans un coin du cœur. À partir de là, on peut comprendre le jeu de la France un peu partout. Là où il y a un peuple qui se mobilise contre un dictateur, ben, le président Emmanuel Macron, d'un tout petit tweet, peut basculer tranquillement, mais du côté du soutien du peuple. Vous l'avez vu, quand le peuple algérien a débarqué Bouteflika, le président Macron l'a soutenu. Quand, par contre, un dictateur africain écrase son peuple et réussit à maintenir ce peuple sous la bride, le président Macron soutient le dictateur. Et vous allez voir que c'est sa posture systématiquement, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Dès que le dictateur prouve qu'il maîtrise par la force le peuple, ou par la ruse le peuple, par la division le peuple, la France le soutient, parce que ses intérêts sont fixes. Donc en fait, il faut comprendre que la politique officielle de la France en Afrique n'a rien à foutre de la vie des Africains, de la valeur de la vie humaine des Africains. Et la France, en fait, se focalise crânement sur ses intérêts. Enfin, le président Guillaume Kiboafori Soro est en exil en France.
il existe, comme vous dites, des accords d'extradition entre la France et la Côte d'Ivoire. Mais la France est quand même davantage un État de droit que la Côte d'Ivoire. Le président Macron ne peut pas, comme ça, d'un claquement du doigt, faire livrer vers un pays africain une personnalité politique présente sur le sol français. Pourquoi? Parce que le droit français et le droit international prévoient que les mandats d'arrêt internationaux qui ont des visées politiques ne s'appliquent pas. Ça fait partie de la réglementation internationale que les juges français et les autorités françaises et le président français sont obligés de respecter. Le mandat d'arrêt international qui a été lancé par M. Alassane Dramane Ouattara contre Guillaume Kibafori Soro est un mandat d'arrêt à visée politique. Donc il ne peut pas prospérer. Ça fait partie des règles internationales. Et vous, journalistes, vous êtes supposés le savoir. Quand vous parlez d'accord d'extradition, n'oubliez pas que le droit, dans les états de droit, reconnaît les principes de droit internationaux et ne peut pas, de droit international, et ne peut pas les piétiner sans une contradiction flagrante. Par ailleurs, je vous rappelle que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a, le 22 avril, déclaré nul et de nul effet les poursuites et les condamnations lancées contre l'État de Côte d'Ivoire, lancées par l'État de Côte d'Ivoire contre Guillaume Kibafori Soro et ses partisans. C'est-à-dire qu'en droit ivoirien et en droit international, Guillaume Kibafori Soro n'est plus sous l'effet d'un mandat d'arrêt international. Guillaume Kibafori Soro n'est plus et ne peut pas être sous l'effet d'une condamnation des tribunaux ivoiriens. Puisqu'une juridiction supérieure, en vertu du principe de la hiérarchie des normes juridiques, cette juridiction a cassé le jugement d'une juridiction inférieure, la juridiction ivoirienne. Donc, je me résume en disant, la France, en Afrique, ne vise que ses intérêts. Et elle est prête à soutenir les pouvoirs dictatoriaux qui tiennent les peuples africains en otage, si ces pouvoirs réussissent. Et elle est prête, au contraire, à se mettre du côté des oppositions, si ces oppositions sont capables de déstabiliser véritablement ces pouvoirs et prouver qu'elles sont les véritables maîtresses du terrain, mais la France va négocier avec elles. Il faut donc se rendre compte que c'est une politique pragmatique, c'est une politique froide, c'est une politique sans façon. Et il faut que les Africains arrêtent de se régler sur leurs émotions et qu'ils rentrent dans une rationalité. Enfin, je voudrais faire une dernière remarque sur la question de l'écho. Oui. Il faut que nous ayons le courage, partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, de sortir de la Banque de France et de créer des monnaies flexibles, contrôlées par les Africains. Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale ne vont pas continuer à se cacher derrière le cas Ouattara pour ne pas assumer leur lâcheté, une lâcheté collective de tous les pays d'Afrique francophone, ancienne colonie française. Il faut quitter le compte d'opération, mon cher Bachir là-dedans. On doit quitter le compte d'opération de la Banque de France. On doit instaurer des monnaies flexibles, pilotées entièrement, une monnaie d'Afrique centrale s'il le faut, pilotée entièrement par la Banque centrale d'Afrique centrale, flexible, fluctuable, ajustable en fonction de l'évolution du marché, une monnaie de cette nature en Afrique de l'Ouest, avec tous les États qui l'acceptent. Monsieur Ouattara ne peut pas représenter ce que l'Afrique a de grand et de vrai aujourd'hui. Ce sont nos générations qui doivent assumer cela, et les chefs d'État ne peuvent pas se cacher derrière la lâcheté de Ouattara pour dire c'est lui le trait. Ils sont tous des lâches et des peureux qui ne servent pas le peuple africain en général. Et il faut qu'une génération émergente de vrais leaders parle pour l'Afrique et sorte l'argent des Africains des caisses de la Banque de France. Et c'est un citoyen franco-africain qui le dit. N'oubliez pas qu'il y a des Français opposés à la France-Afrique. Et il faut faire hommage à ces citoyens français qui dénoncent la politique impériale de la France en Afrique. Merci, professeur. 10 ans pendant lesquels nous allons constituer nos réserves d'or. Jusqu'à 100 000 tonnes de réserves d'or. 10 000 tonnes par pays africain producteur de l'or. Et nous ne voulons pas faire ça comme étant une œuvre d'État. Une œuvre d'État plus une action collective. Tout Africain a droit de prendre les actions, les mettons en banque centrale, et c'est ces lingots d'or qui constitueront la réserve de la future monnaie africaine. Si je vous dis 100 000 tonnes d'or, la monnaie unique de l'Afrique, le débat sur le franc CFA, sur les coûts, c'est des débats dépassés. Ce ne sont pas nos débats, c'est le débat de nos colonisateurs. Nos débats à nous, la constitution des réserves d'or des pays d'Afrique. Chaque citoyen africain prend des actions, $1 par jour pendant 10 ans. Nous mettons là-dedans notre force. Même si tu vends au marché, par mobile money, tu transmets $1 dans le compte que tu es aussi actionnaire. Quelqu'un qui devient actionnaire de cette société est actionnaire à vie.
tant que la monnaie unique africaine tourne, engendre les richesses, celui qui avait été actionnaire à $1 par jour, il est toujours rémunéré à cause de sa participation à l'éveil de l'Afrique, à l'émancipation. L'Afrique ne doit pas attendre qu'on lui dicte ce qu'il y a à faire. Vous, vous êtes plus jeune que moi. L'Afrique n'attend pas ce qu'on lui dit de faire. L'Afrique doit se donner son propre calendrier, ses propres objectifs et utiliser les nombreuses ressources que dispose le continent. Si le continent a 50% des jeunes de moins de 30 ans ou de moins de 40 ans, mais c'est un atout considérable. Vous vous rendez compte la capacité de travail qu'il y a, la capacité de créativité qu'il y a. Absolument. Je vous donne pour l'Afrique 3 projets structurants. Le premier projet pour l'Afrique est la constitution des réserves d'or et des devises. Tous les pays africains qui produisent de l'or vont conserver cet or dans les banques jusqu'à 10 000 tonnes par pays. Prenons le cas du Mali, chaque citoyen malien pourrait prendre des actions pour devenir actionnaire dans la banque des réserves d'or du Mali. Les réserves d'or de la part du Mali pour la naissance de la monnaie unique de l'Afrique. Si tu comptes 7 pays, ça fait 70 000 tonnes. Si tu comptes 10 pays, ça fait 100 000 tonnes d'or qui sera les réserves pour garantir la monnaie unique de l'Afrique. Le deuxième projet de l'Afrique est le projet d'eau douce. Nous devons raffiner l'eau de mer, transformer l'eau de mer en eau douce et l'amener à l'intérieur du continent. Pour le cas du Mali, je donne un exemple. Oui. On prend l'eau de mer à Ziguinchor, on le raffine à Ziguinchor. On met les tuyaux qui amènent cette eau douce jusqu'à Caille, jusqu'à Bamako, jusqu'à Kidal. On arrose les terres arides pour planter les légumes et les arbres fruitiers de la sécurité alimentaire. Or, paraît-il que l'Afrique a trop d'habitants. Mais quand nous aurons amené l'eau jusque dans le désert du Mali, du Niger, du Soudan et de l'Éthiopie, nous aurons besoin de toute cette masse de gens pour cultiver la terre, pour produire les légumes, pour faire les levains, pour faire que l'Afrique soit abondamment dans la sécurité alimentaire. L'Afrique n'a pas besoin d'importer des carottes et des choux d'un autre continent. Absolument. Le second projet doit faire de l'Afrique un continent indépendant, un continent non servile, non esclavagisé du point de vue alimentaire. L'aide alimentaire, nous devons refuser. Cette aide alimentaire qui arrive dans nos pays est empoisonnée. Absolument. Engendrerait des diabètes, des insuffisances rénales, des cardiovasculaires, tout ça en même temps. Or que si nous avons fait l'eau douce, nous l'avons amenée dans les terres arides du continent, nous avons suffisamment de gens pour planter les arbres fruitiers et arroser goutte à goutte. Absolument. Le troisième projet, c'est qu'aucun minerai ne doit sortir de l'Afrique sans avoir été raffiné. Nous devons raffiner tous les minéraux solides ou liquides localement en Afrique. Nous avons suffisamment d'énergie pour raffiner localement les minéraux.